Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Marche pour l'intégrité de la 18e édition Africa World Peace, unie contre la corruption ce matin dans la région d'Arta. Autre actualité internationale à présent, au Moyen-Orient, plus d'une dizaine de Palestiniens tués dont plusieurs frappes israéliennes. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans les titres, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports et en collaboration avec la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption. La préfecture d'Arta a organisé ce matin avec succès la 18e édition de la randonnée pédestre Africa World Peace. Cette édition, placée sous le thème luttant contre la corruption, a rassemblé un large éventail de participants et de personnalités influentes. Le coup d'envoi de l'événement a été donné par le secrétaire d'État chargé du sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, et le préfet de la région, M. Hassan Dabelé, ainsi que la présidente de la commission, Mme Badri Zakria Cheikh Ibrahim, accompagnée de plusieurs ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, et le ministre Mohamed Warsama Diri, ministre du Commerce, les ambassadeurs, des parlementaires ainsi que les représentants onusiennes. Cette mobilisation illustre l'importance accordée à la lutte contre la corruption et à la promotion des valeurs d'intégrité dans la société. Dès l'aube, une foule hétéroclite composée de familles, d'amis et d'amateurs de marche a pris le départ de ce rendez-vous annuel, arborant fièrement des tenues blanches symbolisant la paix et la pureté. Deux parcours étaient proposés, un tracé de 15 km pour les marcheurs expérimentés, un circuit de 5 km pour les débutants, permettant ainsi une participation inclusive. La forte participation qui fait le succès de cette initiative est devenue une tradition pour la région d'Arta et un vecteur de sensibilisation aux enjeux sociétaux majeurs. À l'issue de la randonnée, le secrétaire d'État chargé de sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, s'est dit très fier du succès de cette édition. Il a salué la forte mobilisation et l'enthousiasme des participants. Dans un geste symbolique, le ministre a également honoré les anciens grands marcheurs ayant marqué les précédentes éditions. Des certificats de reconnaissance leur ont été remis en guise de remerciement pour leur contribution à la promotion de cette initiative qui allie sport, santé et sensibilisation à des causes essentielles. On écoute les propos du préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabeli. Comme d'habitude, nous avons commencé dans la fraîcheur et toujours nous avons un ciel à moitié couvert. Et alhamdulillah, ces marches aussi symbolisent la paix, bien sûr, la paix dans le monde. Aujourd'hui, nous souhaitons un monde meilleur, comme vous le savez. Toujours, le monde n'est pas encore en paix, et même je peux dire qu'il y a plus de guerres dans le monde, alhamdulillah. Notre pays, du point de sa position géostratégique, toujours, alhamdulillah, que Dieu, nous sommes en paix dans cette zone de turbulence. Et toujours, nous allons véhiculer et vulgariser et montrer au monde et à l'Afrique. Voilà. Aujourd'hui aussi, nous avons le thème luttant contre la corruption, qui est un méfait, un frein pour le développement. Donc c'est pour que les générations futures s'en prennent et s'approprient aussi. C'est un message aujourd'hui qui, en coordination lors de nos réunions avec le secrétariat d'État au sport, la préfecture d'Arta, la commission indépendante de l'anticorruption, nous avons organisé plusieurs réunions. Aujourd'hui, alhamdulillah, ça a abouti. Voilà, je pense que voilà, je félicite et remercie tous ceux qui ont participé. Le secrétaire d'État chargé du sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, a souligné la forte mobilisation et l'enthousiasme des participants. On se trouve aujourd'hui à Arta pour la randonnée de la 18e édition. Aujourd'hui, on a eu un nombre considérable de personnes qui sont venues assister avec nous et marcher. Avec nous, il y avait le ministre de l'Intérieur, le ministre du Commerce, le préfet de la région, le président du conseil aussi. Donc, et toutes les personnes d'Arta étaient présentes. Il faut souligner d'ailleurs que cette année,
Arta célèbre sa 18e édition. Ça veut dire aujourd'hui ils sont majeurs. 18 ans, c'est pas facile. Et de pérenniser cette marche n'est pas facile aussi. Chaque année, il y a un thème qui est dédié. Cette année, c'est luttons ensemble contre la corruption. Pourquoi la corruption? Parce que nous avons un organe aujourd'hui anticorruption qui a été créé il y a quelques années. Donc on est en train de sensibiliser la population sur la corruption. Je voudrais aussi souligner aussi que mon département et la préfecture d'Arta soutient avec ferveur notre candidat à l'Union africaine, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf, pour l'élection à l'Union africaine. Donc on lui souhaite que du bonheur et on va faire aussi de notre mieux pour mener sa campagne. Je félicite et je remercie la préfecture d'Arta qui a sensibilisé aussi un nombre considérable de personnes et le conseil régional et le département de sport. Merci. On écoute la réaction à présent recueillie auprès d'un participant qui a assisté à cet événement ce matin. La marche pédestre d'Arta sous l'égide du motif luttant contre la corruption. La corruption est un fléau qui est néfaste pour notre économie nationale et pour toutes les autres institutions. Donc pour nous aussi, les FAD, sous les directives du général Zakaria Ser Ibrahim, chef d'état-major général des armées, nous luttons, nous faisons tout pour lutter contre la corruption au sein de notre institution. Donc selon les directives du SEMGA, les FAD sont en première ligne pour lutter contre la corruption. Nous remercions aussi les ministres qui sont passés aujourd'hui dans la région d'Arta pour leur participation à la 18e édition de la marche pédestre d'Arta. Autre actualité de ce soir, le ministère du budget, sous la présidence de son ministre, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, a organisé aujourd'hui à Aïla Grand Hôtel un atelier stratégique visant à souligner l'importance des agents comptables dans la gestion et la sauvegarde des deniers publics. Le ministère du budget sous la présidence du ministre Ismaël Ibrahim Roble a organisé à Aïla Grand Hôtel un atelier stratégique visant à souligner l'importance des agents comptables dans la gestion et la sauvegarde des deniers publics, et ce, au sein des entreprises et établissements publics. Objectif principal de cet atelier est de clarifier, renforcer et promouvoir les compétences et responsabilités liées à la gestion de comptables au sein d'une organisation ou institution. L'un des moments forts de la journée était la remise officielle de certificats aux lauréats ayant brillamment réussi le concours national des agents comptables, et le ministre a salué les efforts des candidats tout en soulignant l'importance de la mission de renforcement de la transparence et de l'intégrité financière. On écoute à présent les discours prononcés du directeur de la comptabilité publique et de l'inspecteur général de l'État. Nous voilà, tous réunis, à nouveau. La comptabilité publique à l'ordre du jour, encore et toujours sur l'impulsion du ministre du Budget, son Excellence, M. Ismaël Ibrahim Roble. C'est pour moi une nouvelle occasion de remercier le ministre pour son soutien constant au travail quotidien de la direction de la comptabilité publique. Sous son égide, les réformes initiées dans notre domaine portent leurs fruits et pierre après pierre, nous continuons à consolider l'édifice. Dans cette quête, la journée d'aujourd'hui est une journée à marquer d'une pierre blanche au regard de la nouvelle étape que nous venons de franchir ensemble. C'est donc un immense plaisir pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour un rendez-vous renouvelé avec les agents comptables. Mesdames et messieurs les agents comptables, vous êtes, il faut le dire, souvent sous les feux de la rampe ces temps-ci. Il semble bien que 2024 soit votre année. Mais soyons clairs, cette fréquence accrue n'est autre que le reflet de l'importance capitale que vous occupez dans la gestion de nos finances publiques
et dans les réformes que nous menons ensemble. La République de Djibouti a adopté depuis plusieurs années une stratégie volontariste de modernisation de son économie et des institutions. La volonté de donner au pays une économie forte et performante s'accompagne de la nécessité pour les autorités publiques d'évaluer les résultats et les performances grâce notamment à une information comptable financière fiable reflétant une image fidèle des entreprises et établissements publics et élaborée dans le respect des normes nationales et internationales. Lorsque les informations comptables et financières sont fiables, ils permettent la sécurisation et l'utilisation judicieuse des deniers publics dans le respect de la réglementation. Il est important de souligner que l'information comptable et financière réfère plus que jamais une importance cruciale, tant pour le pilotage des activités que pour la prise de décisions stratégiques nécessaires à la mise en place d'une gestion des finances publiques saine et rigoureuse. L'agent comptable d'une entreprise ou d'un établissement public joue un rôle crucial dans la sauvegarde des deniers publics car il permet de garantir la bonne gestion et une utilisation optimale de ses ressources. Le ministre du Budget, son Excellence M. Ismail Ibrahim Roble, a insisté sur la responsabilité collective dans la protection des ressources publiques. On écoute le discours du ministre. Cet événement constitue une étape cruciale dans l'évolution de la fonction des agents comptables au sein de nos institutions publiques et caractérise le renouvellement de notre pacte de transparence, de rigueur, de redevabilité, d'abnégation envers les services publics. Cette ambition, nous la devons au peuple de Djibouti, à notre engagement commun et surtout à la vision incarnée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, celle de transformer la gouvernance publique en un moteur de progrès national, capable de répondre directement aux besoins de notre citoyen, de chaque citoyen. Mesdames et messieurs, les réformes engagées ne sont pas des simples modifications administratives, mais un changement de paradigme de la fonction d'agent comptable. Elles sont la pierre angulaire d'une transformation plus profonde, celle de notre manière de concevoir la gestion des deniers publics. Le concours interne, organisé pour le recrutement des agents comptables, les évaluations conduites, tout cela participe dans notre volonté d'engager une démarche visant à renforcer les compétences, à garantir l'excellence et à élever la fonction comptable à la hauteur des enjeux de notre époque. Je tiens à saluer ici le courage et la résilience des agents comptables qui ont participé à cette évaluation. Je suis conscient que cette démarche n'a pas été sans défi, mais elle consiste en un levier pour façonner un corps de comptables publics digne des aspirations de notre nation. Voici ensuite la réaction d'un participant pour nous en dire plus. Je viens d'être élu lauréat du concours qui s'est déroulé entre le 7 et le 21 au sein du centre CFF, dont nous sommes fiers. Donc c'est une première pour Djibouti. C'est une première pour Djibouti et pour l'avenir du pays, à ce que la méritocratie prime sur les autres aspects. C'est une volonté du président de la République ainsi que notre ministre du Budget qui ont mis l'accent sur comment faire illuminer la jeunesse, le savoir et les compétences et mettre à l'épreuve les jeunes candidats qui ont su relever les défis et qui ont répondu avec fierté à ces concours. Donc pour nous c'est une journée spéciale, gloire à Allah, alhamdoulilah, qui nous a tous réunis ici pour partager ces moments de bonheur. Mes vifs remerciements vont à ma famille, à la grande famille d'Abdelkader Guedi.
Direction Tadjoura à présent, où la région a récemment vibré au rythme d'une cérémonie exceptionnelle marquant le lancement de la chirurgie de la cataracte. Un événement orchestré pour souligner la coopération fructueuse entre Djibouti et la Chine. Présidée par le ministre de la Santé, la cérémonie a vu la participation notable du président de la Fondation GX, de l'autorité préfectorale de la région ainsi que du président du conseil régional. L'un des moments forts de cette cérémonie a été l'enlèvement symbolique de la bande de gaz sur les yeux des patients qui ont bénéficié de l'intervention. Ce geste emblématique a non seulement redonné la vue à des centaines de personnes, mais a également incarné un symbole fort de renouveau et d'espoir pour la population locale. La Fondation GX, une ONG chinoise réputée, est à l'honneur pour son engagement sans faille à Djibouti, avec un bilan impressionnant de plus de 4000 opérations de cataracte déjà réalisées dans le pays. Cette organisation continue de faire la différence, œuvrant depuis près d'un mois à Tadjoura. Les patients ont la possibilité d'être diagnostiqués directement sur place, ainsi que dans des localités reculées avant de bénéficier de ces interventions vitales. Cette cérémonie ne se limite pas simplement à la santé, elle célèbre également l'amitié et la coopération entre Djibouti et la Chine, mise en lumière dans un contexte particulier. L'ouverture imminente de l'hôpital régional de Tadjoura, un établissement crucial pour le développement sanitaire de la région qui sera prochainement inauguré par le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Grâce à cette initiative, la santé publique à Tadjoura a fait un pas de géant tout en renforçant des liens diplomatiques et humanitaires essentiels pour l'avenir des deux nations. L'impact durable de cette coopération augure d'une prospérité partagée, favorisant le bien-être et la solidarité au sein de la région. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, s'est rendu hier dans la région de l'Unité, la région de Dikil, où il a entamé une visite de supervision et d'inspection des établissements scolaires. Ce déplacement marque la première étape d'une tournée à travers les régions de l'intérieur avec une attention particulière portée aux localités les plus reculées. Dès son arrivée, le ministre, aux côtés du préfet de la région, du vice-président du conseil régional et du haut cadre de son département, a présidé une réunion de travail à l'inspection régionale avec les chefs d'établissement, le personnel d'encadrement et les représentants des parents d'élèves. Cet échange direct a permis de dresser un état de lieu des conditions de travail dans les écoles et de relever les défis auxquels les acteurs éducatifs sont confrontés. Lors de cette rencontre, le ministre a salué l'engagement de la communauté éducative de la région et a insisté sur l'importance de la collaboration pour améliorer la qualité de l'éducation dans la région. Le ministre a présenté une réforme clé qui transformera en profondeur la gestion de l'éducation dans les régions. Il a annoncé que conformément à la nouvelle loi réorganisant le ministère, chaque région disposera désormais de sa propre politique éducative. Cette décentralisation vise à rapprocher la prise de décision des réalités locales pour répondre plus efficacement aux besoins spécifiques des communautés. Le ministre a également dévoilé sa vision pour le développement de l'éducation dans les régions. Progressivement, les compétences actuellement centralisées au niveau de la capitale seront transférées aux services régionaux de l'éducation. Ces derniers seront restructurés pour devenir de véritables directions régionales dotées de pouvoirs élargis. Cela permettra d'accroître leur autonomie et d'améliorer leur capacité à piloter les initiatives éducatives à l'échelle locale. Et donc, après la réunion de travail tenue à Dikil, le ministre et sa délégation se sont rendus à Tewao, une localité située à une trentaine de kilomètres du chef-lieu. Le ministre et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par la population locale. Après une inspection approfondie de l'école, le MENFOP a procédé à l'inauguration officielle du complexe scolaire composé de 6 salles de classe, d'un bloc administratif, d'un réfectoire. Il a également visité une bibliothèque construite et équipée pour l'ONG PLA. L'école accueille 198 élèves issus des familles sémi-nomades qui bénéficieront désormais des meilleures conditions d'apprentissage dans un cadre stimulant et adapté à leurs besoins. Le ministre, sous un arbre, a tenu une séance d'échange avec les habitants pour écouter leurs doléances et répondre à leurs préoccupations. Les résidents ont exprimé leur gratitude pour les efforts entrepris par le ministère en faveur de leur localité, notamment
notamment en matière d'accès à l'éducation. Ils ont également soulevé des besoins. En réponse, le ministre Mostafa Mohamed Mahamoud a réaffirmé l'engagement de son département et a assuré que les besoins exprimés seront pris en compte dans la planification régionale, conformément à la nouvelle approche décentralisée de gestion éducative. Par ailleurs, dans son intervention, le ministre a rappelé que l'éducation est un levier essentiel pour le développement de toutes les régions et la jeunesse rurale, soulignant que chaque enfant, où qu'il se trouve, a droit à une éducation de qualité. Il a également encouragé les élèves et leurs enseignants à faire de cette école un véritable lieu de savoir et de réussite. Cette nouvelle infrastructure marque une étape importante dans le développement de cette localité et illustre une avancée concrète vers l'égalité des chances pour tous les enfants du pays. La tournée du ministre se poursuivra dans d'autres localités des régions de l'intérieur avec pour objectif de rencontrer les acteurs éducatifs, d'évaluer les infrastructures et de renforcer la mobilisation communautaire. Cette initiative, en plus de promouvoir l'autonomie des régions, illustre la volonté du ministère d'agir au plus près des réalités locales pour bâtir un système éducatif inclusif, résilient et équitable. Autre actualité de ce soir, la deuxième foire de partage des connaissances sur l'économie bleue de l'IGAD s'est ouverte à Aïla Grand Hôtel de Djibouti en présence du ministre Mohamed Abdelkader Moussa Halem, ministre de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que de son Excellence Werkene Gebiou, secrétaire exécutif de l'IGAD. Cet événement majeur réunit des délégués des États membres de l'IGAD, des partenaires de développement et des parties prenantes internationales pour échanger sur les opportunités et les défis de l'économie bleue dans la région de l'IGAD. Lors de l'événement, plusieurs stands consacrés à l'économie bleue ont été présentés aux officiels et aux participants. Ces stands ont mis en avant des projets et des initiatives innovantes visant à exploiter de manière durable les ressources maritimes et côtières de la région. Les présentations ont permis de souligner les opportunités de développement dans des secteurs clés tels que la pêche, le tourisme, l'aquaculture et le transport maritime, tout en mettant l'accent sur l'importance de la coopération régionale pour maximiser les bénéfices économiques tout en préservant l'environnement. L'objectif principal de cette foire était de favoriser le partage des connaissances et des meilleures pratiques entre les pays de l'IGAD, les partenaires de développement et les acteurs privés afin de promouvoir une gestion durable des ressources maritimes et côtières de la région. Cette deuxième foire de partage de connaissances sur l'économie bleue offrait une plateforme unique pour discuter des solutions innovantes et des stratégies pour le développement durable de l'économie bleue en Afrique de l'Est. On écoute l'allocution du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le concept de l'économie bleue a été introduit pour la première fois lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 2012. L'économie bleue vise à améliorer le bien-être humain par la croissance économique, mais aussi l'inclusion et l'amélioration des moyens de subsistance tout en contribuant à la durabilité environnementale des océans et des zones côtières. Avec son caractère inclusif, l'économie bleue s'inscrit dans la logique de l'agenda 2030 des Nations Unies et embrasse tous les objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, la prise de conscience croissante des avantages des océans pour nos économies et nos sociétés, associée à la prise de conscience de multiples menaces, notamment la surexploitation des ressources marines, la pollution marine, le changement climatique et l'acidification des océans, déclenche une dynamique accrue en faveur d'un meilleur système de protection et d'utilisation durable des ressources marines. La préservation et la protection de nos océans garantiront la durabilité de notre planète. Mais cette préservation doit également s'accompagner d'actions, à savoir lutter contre les inégalités et les pratiques néfastes qui entachent la gouvernance des océans. Mesdames et messieurs, l'excellent discours prononcé par le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, lors du sommet Climat-Afrique à Nairobi, confirme la volonté de l'action du gouvernement dans le secteur de l'économie bleue. Comme vous le savez, à l'instar des autres pays membres de l'IGAD, la République de Djibouti a élaboré sa propre stratégie nationale de l'économie bleue au cours de l'année 2023. Engagé dans cette dynamique, Djibouti se positionne comme un acteur investi dans les agendas mondiaux et régionaux qui pourrait apporter sa contribution au développement d'une économie durable et inclusive. Le développement d'une économie bleue
est une véritable opportunité pour la désertification de l'économie de notre pays. En effet, la transition vers l'économie bleue créera des opportunités sous forme d'emplois bleus dans de nouveaux secteurs émergents comme l'aquaculture, l'énergie éolienne offshore, l'énergie océanique et le tourisme côtier. En mission de travail aux Émirats Arabes Unis dans le cadre de sa participation aux travaux de la 16e édition annuelle du Salon minier de Dubaï, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Ghedi s'est entretenu hier avec les membres seniors du conseil d'administration, le nouveau actionnaire ainsi que le directeur général de la société Tani Stratex Djibouti, spécialisé dans l'exploration et le développement des ressources minières. Cette rencontre bilatérale s'inscrivait en effet dans la continuité des orientations définies par le gouvernement sous l'égide du président de la République, El Hadj Ismaïla Omar Guelleh, qui place le développement du secteur minier et de la valorisation de nos ressources minières au cœur de ses priorités nationales. Lors des discussions, le ministre Younis Ali Ghedi et ses interlocuteurs de la société ont fait le point sur l'état d'avancement des activités de prospection et d'exploration minière menées par la société dans notre pays. À l'issue des échanges constructifs et fructueux au terme de la réunion, les deux parties ont convenu d'œuvrer ensemble et de respecter scrupuleusement leurs engagements respectifs. À noter enfin que M. Mahdi Wabri Hassan et M. Aden Ismail, respectivement conseiller technique du ministre et directeur des ressources naturelles, ont pris part à cet entretien. L'atelier d'évaluation du système de contrôle alimentaire s'est clôturé hier sous le haut patronage du ministre du Commerce et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Warsame Derieh, au Djibouti Palace Kempinski. Le plan d'action stratégique du système de contrôle alimentaire a été validé après avoir été examiné par les autorités et les techniciens compétents des différents départements et les agences chargées des systèmes de contrôle alimentaire. Ce plan d'action stratégique qui a été approuvé par les autorités compétentes vise à protéger les consommateurs djiboutiens du méfait des produits de mauvaise qualité et à être plus compétitifs pour le commerce alimentaire. L'élaboration de ce plan d'action stratégique a été réalisée dans le cadre du programme soutenu par l'Union européenne avec l'appui technique du FAO, qui est un leader de la promotion de la sécurité sanitaire des aliments à travers le monde. La clôture de cet atelier, présidé par le ministre du Commerce, a vu la participation du coordinateur des Nations Unies, les directeurs généraux des différentes agences, les autorités compétentes chargées du contrôle alimentaire, les experts et les représentants du FAO à Djibouti. Durant 3 jours, les autorités compétentes ont examiné et classé par ordre prioritaire les recommandations qui ont été élaborées pendant l'évaluation. On écoute à présent le coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti qui a indiqué l'importance de ce projet. Le projet c'est sur le contrôle sanitaire de l'alimentation. Je viens pour maintenant voir la présentation que va suivre pour continuer mon apprentissage sur le sujet. Mais à Djibouti, où on importe 90% de la nourriture qu'on mange, tous nous qui habitent à Djibouti, c'est un sujet vraiment nécessaire et très important qui peut aussi favoriser le commerce et faciliter et assurer notre santé et notre sécurité alimentaire de tout le monde que nous habitons à ce pays. Je crois que c'est un système qui aussi peut renforcer la confiance des acteurs extérieurs dans notre système de contrôle de santé des aliments. Et je pense par exemple à les centaines, probablement les milliards de bateaux qui s'arrêtent chaque année dans les ports de Djibouti. S'il y a une confiance dans notre système de contrôle sanitaire de l'alimentation, peut-être ça peut favoriser que ces bateaux décident d'acheter leur nourriture et de remplir leurs bateaux ici quand ils sont à Djibouti. C'est une autre opportunité de commerce pour nous. Le ministre du Commerce et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Warsame Derieh, a indiqué que ce projet va permettre d'assurer la sécurité sanitaire des aliments de nos populations et du commerce alimentaire international. C'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cet atelier stratégique qui revêt une importance capitale pour le système national de contrôle des aliments de notre pays. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Renforcement de capacités et de la gouvernance en matière de contrôle alimentaire et phytosanitaire »
qui est une initiative exemplaire appuyée par la FAO et soutenue par l'Union européenne. Il reflète une vision partagée, celle d'assurer la sécurité sanitaire des aliments de nos populations, tout en renforçant nos capacités à répondre aux exigences internationales en matière de qualité et de sécurité alimentaire. Ces projets qui s'appuient sur l'outil d'évaluation FAO-OMS des systèmes nationaux de contrôle des aliments placent Djibouti dans une dynamique positive des diagnostics et des transformations. À travers 2 étapes bien structurées, allant de la préparation des profils du pays jusqu'à la validation de résultats, nous bâtissons les bases d'un cadre robuste, inclusif pour la gouvernance alimentaire. Toujours dans l'actualité nationale, la stratégie nationale de la cybersécurité 2024-2030 a été officiellement lancée ce jeudi 28 novembre 2024 à l'Escale International Hotel. Le reportage avec Fardous. La stratégie nationale de la cybersécurité 2024 à 2030 a été officiellement lancée par la ministre déléguée à l'économie numérique et à l'innovation, Madame Mariam Hamadou. L'événement a réuni des personnalités de premier plan, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Équipement, le ministre du Commerce, ainsi que Monsieur Hassan Saïd Khere, directeur général de la sécurité nationale, et Cheikh Mohamed Abdallah, directeur général du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Cette stratégie ambitieuse a pour objectif de renforcer la sécurité numérique du pays face aux défis croissants de la cybersécurité. En garantissant la protection des infrastructures critiques, la gestion des risques cybernétiques et la promotion de la résilience du système numérique national, ce plan s'inscrit dans une vision à long terme visant à protéger les citoyens, les personnes et les institutions contre les cybermenaces tout en soutenant l'innovation et le développement économique. La mise en œuvre de cette stratégie sera suivie par une action concrète telle que la création de centres de formation spécialisés, l'amélioration des infrastructures de cybersécurité et la mise en place d'un cadre législatif renforcé pour lutter contre la cybercriminalité. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui en tant que chargé d'affaires de l'Union européenne dans le fonctionnement de nos États, dans l'activité économique, dans la vie quotidienne et surtout dans les infrastructures critiques qui déterminent la souveraineté de nos États. Malgré cette évolution rapide, la menace cyber a longtemps été sous-estimée par bon nombre d'acteurs, qu'ils soient institutionnels ou individuels. Or, nous sommes aujourd'hui confrontés à des attaques de plus en plus sophistiquées et dangereuses dont les conséquences sont souvent mal perçues. Ces attaques constituent une menace évidente pour nos institutions, des secteurs de l'économie, mais aussi pour toutes les strates de la société. Le directeur général de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khere, a indiqué que la mise en œuvre de cette stratégie sera suivie par des actions concrètes. Nous sommes réunis ce matin pour le lancement de la stratégie nationale de cybersécurité qui est une étape décisive pour Djibouti et qui témoigne de notre engagement collectif à bâtir un avenir numérique résilient et sécurisé. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Sous la direction éclairée, Djibouti s'est propositionné comme un acteur stratégique dans le domaine numérique sans sacrifier la sécurité des citoyens. Monsieur et Madame, en février 2019, lors d'une conférence, d'une audience avec les forces de sécurité et de défense, son Excellence le Président de la République nous rappelait que les enjeux de la sécurité nationale sont
désormais multinationales. Il soulignait alors que le citer à l'heure où l'Internet devient un terrain danger sécurisé. Votre mission, c'est aussi d'intégrer ces nouveaux paramètres de l'anticipation, toutes les éventualités de cyber-attaques et de cybercriminalité. Ensuite, le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Saïd Nour Hassan, a rappelé que la cybersécurité ne concerne pas seulement les institutions gouvernementales, mais chaque acteur de la société. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ces rencontres sur la cybersécurité de Djibouti, un événement qui marque une étape essentielle dans notre engagement collectif pour la protection de notre nation et de nos concitoyens dans le monde numérique. Mesdames et messieurs, dans le monde d'aujourd'hui, la sécurité des systèmes d'information est devenue indissociable de la sécurité des biens et des personnes. Les technologies numériques en constante évolution façonnent notre quotidien, nos institutions et notre économie. Cependant, cette révolution numérique s'accompagne d'une montée en puissance de menaces dans le cyberespace qui peuvent avoir des conséquences graves sur la stabilité de notre société. À Djibouti, nous avons vu émerger au cours des dernières années des actes de cybercriminalité qui touchent autant nos institutions que nos citoyens, à savoir le hameçonnage, les fraudes en ligne, les vols de données personnelles, les infiltrations des systèmes critiques. Ces actes, bien que souvent invisibles, constituent des menaces sérieuses pour notre sécurité nationale. Madame Mariam Hamadou Ali a souligné pour sa part l'importance de cette initiative pour assurer la sécurité et la confiance dans l'économie numérique. Cette rencontre marque un moment fort pour notre pays. Elle constitue un espace inédit de réflexion et d'échange sur les enjeux spécifiques de cybersécurité auxquels nous sommes confrontés. Mais elles sont d'autant plus significatives qu'elles marquent l'aboutissement d'un long processus, celui de l'élaboration et du lancement de la première stratégie nationale de cybersécurité. Ce moment est le fruit de près de 2 ans de travail et de collaboration. Fin 2022, nous avons dressé un constat simple mais alarmant. Bien que Djibouti soit engagé dans une transformation numérique rapide, nous ne disposions d'aucun cadre stratégique pour guider nos efforts en matière de cybersécurité. Cette situation exposait nos infrastructures critiques, nos institutions et nos citoyens à des menaces numériques croissantes. C'est dans ces contextes que nous avons entrepris de développer une vision claire, structurée pour sécuriser notre cyberespace. Aujourd'hui, cette stratégie voit enfin le jour. Mesdames et messieurs, la cybersécurité est un impératif stratégique pour tout pays qui souhaite prospérer dans un monde de plus en plus numérique et interconnecté. À l'échelle mondiale, la prolifération des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, la blockchain, l'Internet des objets, l'apprentissage automatique offre des opportunités sans précédent. Toutefois, elle s'accompagne également des menaces numériques complexes et exponentielles. D'ici 2025, plus de 38 milliards d'objets connectés seront en usage dans le monde. Cette interconnectivité sans précédent transforme chaque appareil en une cible potentielle dans les cyberattaques. Ces défis soulignent l'urgence de développer une stratégie robuste et ambitieuse pour protéger les données sensibles
prévenir les perturbations des infrastructures critiques et garantir la sécurité numérique de nos citoyens. En tant qu'hub stratégique pour les services numériques en Afrique de l'Est, Djibouti joue un rôle central dans la région. Avec ses câbles sous-marins, ses data centers, ses initiatives ambitieuses comme Djibouti Smart Nation, notre pays est à l'avant-garde de la connectivité numérique. C'est dans le cadre de la 6e édition de la Semaine nationale de l'handicap que l'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec l'Agence nationale de tourisme et les opérateurs Aquaclub, a organisé vendredi matin une sortie en mer d'une excursion à Île Moucha dédiée aux personnes à besoins spéciaux. Avec le soutien technique de la garde-côte djiboutienne et avec un dispositif de sécurité optimal, plus de 50 personnes à besoins spéciaux ont embarqué tôt le matin au bord des patrouilleurs pour une sortie à l'île Moucha. Cette journée promet d'offrir aux personnes à besoins spéciaux une expérience enrichissante et adaptée à leurs besoins dans un cadre naturel et sécurisé. Une initiative qui s'inscrit dans une série d'actions menées par l'Agence nationale des personnes handicapées pour offrir des opportunités de loisirs inclusives à toutes les personnes à besoins spéciaux. Des activités ludiques et des natations ont été organisées et les personnes ont pu profiter pleinement de l'environnement exceptionnel de cette plage, encadrée par les professionnels de garde-côte qui ont tout mis en œuvre pour faire de cette journée une occasion mémorable. En effet, cette sortie en mer a permis aux personnes à besoins spéciaux de mieux cerner l'utilité de la préservation de nos écosystèmes marins. Après une journée placée sous les signes de la détente et de l'enthousiasme, nous avons pu recueillir des réactions de quelques personnes ayant des besoins spéciaux très heureux qui ont tous manifesté leur joie et leur enthousiasme pour avoir participé à cet événement fort instructif. L'École internationale d'Afrique a célébré la journée de la culture mondiale sous le parrainage de la directrice de cette école lors d'un événement exceptionnel ayant créativité et art culturel, offrant ainsi aux élèves et aux parents l'opportunité de célébrer la diversité des cultures et du patrimoine mondial. La cérémonie a été organisée en présence d'un grand nombre de parents d'élèves et des personnalités invitées représentant la communauté locale, ce qui a donné à l'événement une ambiance festive et populaire unique. La célébration a débuté par une présentation impressionnante comprenant des danses et des costumes culturels variés présentés par les élèves de nationalités différentes, permettant ainsi à tous de découvrir les traditions et coutumes folkloriques des divers coins du monde. Les élèves ont brillamment porté des tenues traditionnelles représentant leur héritage culturel et les spectacles étaient remplis de couleurs et de mouvements joyeux qui ont suscité l'admiration du public. Au début, les élèves de Djibouti ont présenté des spectacles illustrant leur tradition culturelle avec des danses somaliennes, afar et arabes. Les danses somaliennes ont présenté un aspect de la culture côtière, tandis que la danse afar reflétait le mode de vie nomade et les danses arabes racontaient des histoires historiques issues des patrimoines communs dans la région. En plus des performances des élèves, une belle surprise a eu lieu lors de la célébration lorsque la directrice de l'école a présenté une équipe spéciale d'élèves qui ont réalisé une performance de danse moderne. La directrice a souligné l'importance de cette journée, que ces spectacles ont été très appréciés par les participants et que cet événement visait à renforcer la compréhension des élèves de leur histoire et identité culturelle tout en favorisant la compréhension mutuelle et la coexistence entre les différents peuples. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans le titre, plus d'une dizaine de Palestiniens tués dont plusieurs frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Les détails avec Fardous. L'armée israélienne continue à viser des infrastructures civiles à Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé la mort de 9 personnes dans une frappe israélienne. Selon le ministère, la frappe a touché un abri pour personnes déplacées dans une école du quartier de Daraja. 2 autres personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une frappe de drone dans la ville de Khan Younes, dans le sud de Gaza, a indiqué une source médicale. Les forces israéliennes ont également assiégé une école dans le secteur de Beth Lahia, forçant les déplacés qui s'y trouvaient à quitter les lieux. Elles ont également séparé les femmes et les enfants palestiniens des hommes, ces derniers ayant été détenus et envoyés en Israël pour interrogatoire, alors que des centaines de civils fouillaient Beth Lahia au nord de Gaza, assiégés, rapporte l'agence de presse Associated Press. L'offensive israélienne menée à Gaza a fait au moins 44 282 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé de Gaza, jugées fiables par l'ONU.
C'est la fin de ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.